gars, on se retrouve aujourd'hui un peu plus tôt dans Fighter parce qu'on est avec un coach qui est en Thaïlande actuellement. Donc on se retrouve là à 5 heures. Mais ça change pas, les mêmes interviews. Et je vais laisser YR Fight présenter notre invité du jour. Hop, 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 hop. Attends, bouge pas. Juste avant que l'interview commence, je te demanderai juste de t'abonner, de liker et de commenter si les interviews fighters t'intéressent et que t'aimes bien ça. Je compte sur toi, pour moi, pour YR Fight et pour cette page. Oui, donc aujourd'hui dans Fighter, on reçoit Benoît Z, coach de striking au Tiger Muay Thai. Il a notamment coaché Bilal Shkitou en boxe anglaise, Anissa Meksen et plus récemment Raphaël Fiziev qui a combattu Justin Gaethje récemment. Donc Benoît, comment vas-tu? Écoute, tout va bien, hein. Je retourne de Vegas, là. On est parti en mission pour 9 jours. On a fait l'aller-retour à l'autre bout du monde et nous revoici en Thaïlande. Ok. Et on va parler de Vegas un peu après. Nous, ce qu'on voulait savoir aussi, c'est comment on en arrive là, être coach de ces personnes-là, et comment on arrive en Thaïlande pour être coach. C'est quoi un peu ton parcours en partant vite fait des études jusqu'à là maintenant? Écoute, moi, j'ai fait STAPS. J'ai une licence en STAPS, entraînement. J'ai fait STAPS, tout simplement. J'ai été dans le milieu de la boxe depuis que j'ai 13 ans. J'ai commencé par la boxe française, j'ai fait de la boxe anglaise. Petit à petit, j'ai commencé à former des boxeurs. Et j'avais une grosse équipe en Île-de-France à l'époque en kickboxing. Hum. Et pour une préparation, pour un Glory, pour une ceinture du Glory avec Anissa, on est venu se préparer en Thaïlande. Le Tiger Muay Thai nous a fait une proposition de sponsoring cette année-là. Et, euh, et du coup, je me suis expatrié en Thaïlande. Et de là, j'ai rencontré Peter Yan qui préparait José Aldo et qui m'a demandé de le préparer contre Aldo. Et moi, j'étais pas du tout dans le MMA. Du coup, mon premier camp MMA, c'était Aldo contre Peter Yan. Incroyable. Derrière, j'ai rencontré Raphaël. Derrière, j'ai rencontré d'autres mecs. Et voilà, hein. Ok, ouais, beau parcours. Et donc Hein. J'ai dit beau parcours. Merci, merci beaucoup. on sait que tu as aussi entraîné Bilal Shkitou en boxe anglaise. Euh, Ouais. Est-ce que tenir les PAO à un boxeur en anglaise et en pied-point, c'est différent? Quel est le mieux pour toi? Moi, j'adore la boxe anglaise. J'adore la boxe anglaise. Bilal, c'est mon frérot. On est de la même ville. On est de Nanterre. Ça faisait depuis longtemps que je l'aidais de temps en temps. Et à cette époque-là, je restais 8 mois en France, je crois. Et Bilal, je crois il revenait des États-Unis et il était dans une période où il était seul à la salle et il n'avait pas d'entraîneur à cette époque-là. Et du coup, je lui ai dit, écoute, si ça te dit, moi, je veux bien t'aider, même si je suis pas de la boxe anglaise, je viens t'aider et voyons ce que ça donne. On a commencé à faire une semaine ensemble. Il m'a dit, OK, j'ai envie de travailler avec toi. Et du coup, je crois qu'on a fait 4 combats, 4 victoires. Et voilà, Bilal, c'est mon frérot de fou. Et il m'a permis d'accéder aussi à la boxe anglaise. Mais j'avais déjà été en boxe anglaise avec Anissa. On avait pris le titre de championne de France pro à l'époque. Et donc voilà une belle expérience avec Bilal. Et c'est vrai que la boxe anglaise, il y a eu un petit creux de la vague à un moment, parce que le MMA est arrivé en force. Mais là, ça remonte tout doucement. On voit que la boxe anglaise revient, on va dire, à la mode. C'est un terme que j'aime pas dire, tu vois, dans le sport. Mais la boxe anglaise revient quand même à fond en ce moment, avec en France notamment Bakary Samaké, qui est super Ah ouais. exposé sur les réseaux. Tu vois, ça revient quand même ça revient pas mal la boxe. Et c'est vrai que maintenant, moi qui regarde du MMA de la boxe, je commence à me tourner beaucoup vers la boxe, parce que c'est vrai qu'en dit noble art, on voit les coups précis, on voit cette différence. C'est quand même beau la boxe anglaise, hein. Ouais, je pense que ça va jamais s'éteindre la boxe anglaise, vraiment. C'est un sport qui est implanté depuis des années et des années. Et MMA ou pas MMA, la boxe anglaise, ça restera la boxe anglaise, hein, franchement. Et on a de beaux représentants en France qui font le buzz, du coup, non, c'est bien. Mm, mm. Et Et du coup, quand tu es arrivé en Thaïlande, du coup, c'était directement au Tiger ou tu as fait des autres clubs avant? Est-ce que tu as combattu aussi en Non, Thaïlande ou tu étais que coach? pas du tout, pas du tout. Moi, j'ai fait de la boxe française à l'époque. Ensuite, j'ai fait un peu de boxe anglaise. Et j'ai eu une grave blessure au poumon à 27 ans. Ah J'ai oui? eu un pneumothorax, double pneumothorax, ouais. Et du coup, on m'a dit, il faut plus prendre de coups dans le thorax. Et à cette période-là, j'ai repéré un jeune de mon club, Guillaume Pascal. Il est devenu
champion d'Europe poids co, je crois, et il a gagné plusieurs titres. Donc j'ai formé ce premier jeune, et ensuite j'ai commencé à former d'autres fighters. Et c'est une bénédiction pour moi de m'être blessé parce que j'étais pas bon boxeur. Et par contre, je me suis découvert une fibre d'entraîneur qui m'a animé direct. Le haut niveau, ça m'excite beaucoup. Ouais. Juste avant YR, j'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire, Benoît. J'ai l'impression dans ce que tu dis, on peut être bon coach sans être bon boxeur alors? Ah, moi, j'étais nul. Ouais, donc en fait, quelqu'un Je vais qui pas te connaît pas, mentir. enfin, quelqu'un qui n'est pas très bon dans un ring à boxer pas pour des combats, il peut être très bon coach, mais pas bon boxeur, ça arrive. Mais regarde, là, je prends l'exemple du foot. Hein. Ouais, Il est en train de foot, il ne sait pas jouer au ballon. ouais, c'est Tu vrai. vois. Ouais. Après, ils ont une science tactique. Tu vois. Moi, j'ai beaucoup étudié les sports de combat. J'ai beaucoup voyagé. J'ai beaucoup regardé. J'ai beaucoup pensé. Tu vois. Mm, Je pense que en France, il n'y a pas eu un club formateur qui a fait un champion du Glory. mm. Nous, on a été les premiers à prendre une ceinture au Glory, tu vois, en France. Il y a eu Cédric Doumbé qui a pris une ceinture, mais il boxait en Belgique. Et nous, on a pris 5 ceintures d'un petit club d'Île-de-France, tu vois. Du coup, avec du travail et de la passion et beaucoup de travail, je pense qu'on peut arriver à de grandes choses, tu vois. Moi, j'ai pas Et, été un boxeur de fou et je me retrouve ici aujourd'hui. et de l'intelligence, quoi. Enfin, Ouais, de cerveau, quoi. ça, c'est important. Et du coup, quand tu arrives en Thaïlande, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné? En fait, c'est un choc énorme entre la France et la Thaïlande. Infrastructure, euh, il y a tout ici. Il y a tout pour performer, tu vois. J'ai l'impression qu'on a 20 ans de retard en France. Mm. Ici, on a l'infrastructure, on a les nutritionnistes, on a les saunas, on a des salles extraordinaires. C'est le mini États-Unis ici, tu vois. Et au-delà de ça, il y a la reconnaissance du sport, tu vois. En France, tu rentres avec une ceinture de glory, personne te calcule. Tu vas au kebab, on dit fais la queue, limite, tu vois. Mm. En Thaïlande, on te reçoit avec la télé, tu vois. Quand tu es coach en Thaïlande, tu as un respect énorme des boxeurs. Tu as vraiment un grand respect. Je vais pas dire qu'il n'y avait pas de respect en France, tu vois, mais j'étais dans un club à l'époque. Tu revenais avec une ceinture, bah, ça te checkait la main, même pas ça te disait félicitations, tu vois. Mm. Moi, j'étais dans un club associatif, c'était catastrophique. Et du coup, quand j'ai eu l'opportunité de partir, je vais pas chercher midi à 14h, hein, je suis parti direct. C'est vrai qu'on voit qu'en Thaïlande, il y a une culture du sport. On voit que ça en avance un peu dans. Moi, je suis jamais allé, tu vois, mais je regardais beaucoup de reportages. On voit que le sport, et notamment le Muay Thai, c'est la culture là-bas. Et quand t'es gamin, tu vas directement faire du Muay Thai, enfin quasiment pour tout le monde, je pense. Ouais. Et même, ils sont en avance, même, c'est en dehors du sport, tu vois. Et même sur la sécurité, par exemple, j'ai vu des reportages, les gens, ils posent leur scooter, ils peuvent laisser les clés dessus, le casque posé dessus, Ah et personne ne non, va voler le casque, tu vois. Je veux dire, c'est quand même dingue la c'est différence. c'est un autre monde, c'est un autre monde. Et là, et au-delà du Muay Thai, maintenant, c'est le MMA qui arrive. Hein. Et justement, ça, Là, depuis, je voulais t'en depuis des parler années. Hein. après, l'adaptation de la Thaïlande par rapport au MMA, on en parlera après, parce que je pense que YR voulait revenir encore peut-être avant cette période. Et c'est vrai que moi, ça m'intéresse de savoir comment ils ont adapté le MMA en Non, c'est incroyable. Incroyable, vraiment. Non, mais Thaïlande. c'est YR, vrai que moi, ça m'impressionne parce qu'on sent que c'est vraiment une religion là-bas, les sports de combat. Ils respectent ça vraiment très fortement et les gens viennent du monde entier au Tiger Muay Thai. Ah ouais, non, mais on parle du Tiger Muay Thai, mais là, je suis dans une. Là, j'habite ici, là, j'habite à 3 minutes. Dans la rue où j'habite, il y a peut-être 15 camps de boxe. T'imagines ou pas? 15 camps de boxe et sinon il y a des camps de CrossFit, MMA, boxe anglaise, lutte, jiu-jitsu, il y a tout ce que tu veux. Et le Tiger Muay Thai, c'est une grosse grosse structure avec restaurant, boxe anglaise, kickboxing, Muay Thai, lutte, grappling, conditions physiques, kiné. Là, le combattant est bien, tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de mecs de l'UFC qui viennent se préparer ici parce que les prix sont divisés par 5 par rapport aux États-Unis et les structures sont équivalentes. Tiger Muay Thai, on peut dormir sur place aussi, je pense. Ouais, il y a des chambres, Ouais. Parce que bien les sûr. plus connus, au final,
Nous, ce qu'on entend souvent, c'est le Bang Tao, le Tiger Muay Thai, le Venom Training Camp. Ça, c'est les gros clubs. Ouais. Après, bah, il y a Youssef Bouganem, il y a Skarbowski. Maintenant, la Thaïlande, en fait, tu vois, tu peux me dire à partir de quand euh, les gens sont arrivés en Thaïlande pour faire de la boxe. Il me semble que c'est peut-être dans les années 90 que ça a commencé, cette mode d'aller en Thaïlande se préparer. Et à partir de quand, toi, tu penses que l'ampleur, elle a pris en Thaïlande par rapport à nous? Le premier, je crois, c'était Dida, ou si je dis pas de conneries, Dida qui s'est exporté là-bas. Il y a eu Jean-Charles Skarbowski, il y a eu Youssef Bouganem, il y a eu plein de monde qui est venu là-bas. Je ne saurais pas te donner une date précise, mais en tout cas, l'explosion de la Thaïlande, c'est vraiment incroyable. Ça construit en permanence. Là, il y a un autre club qui est en train de se construire. C'est moderne, c'est moi, ça me fait rire quand j'entends des Français dire que c'est un pays pauvre ou un pays en voie de développement. On est dans le futur, vraiment. Hein. Du Et au coup, niveau c'est un réel bonheur pour moi d'être là, vraiment. et au niveau du MMA, est-ce que quand t'es arrivé, c'était déjà très présent ou c'est venu au fil du temps? Non, non, c'était présent direct. Et moi, je suis arrivé et j'étais pas dans le milieu du MMA, moi. Vraiment, je connaissais pas. Enfin, je connaissais à la télé, tu vois, mais rien de spécial, tu vois. Et je connaissais pas Peter Yan. C'est-à-dire, moi, il m'a écrit, il m'a dit, ouais, j'aimerais bien m'entraîner avec toi et Anissa. Je savais même pas qui c'était, moi. Après, on m'a dit, ouais, il boxe Aldo. Et Aldo, ça me disait quelque chose. Je disais, ah, c'est pas mal, Aldo, t'as vu, c'est un bon boxe. Il y C'est a bien, un- tu vois. Après, on m'a dit, ouais, il prépare la ceinture. Mais moi, je me rendais même pas compte à l'époque. Je me disais, ouais, vas-y, bah, on va s'entraîner. Mais sans pression aucune, tu vois. Et maintenant, avec un peu de recul, je réalise quand même que j'ai fait le camp Peter Yan Aldo. C'est violent, quand même. Ah, c'est une dinguerie, hein. Franchement, ça, c'est une dinguerie, hein. C'est Je vraiment sais une pas. dinguerie. Mais là, du coup, il y a autant de personnes qui viennent en Thaïlande pour s'entraîner en boxe thaï et en MMA, ou maintenant il y a plus de camps de MMA que de boxe thaï, ou c'est complémentaire? Non, non. Ça reste encore la prédominance de box time et de plus en plus, il y a des gants comme le Phuket Fight Club. Il y a plein de camps qui se diversifient. Il y a le Apollo Gym qui fait de la boxe anglaise. Ça s'ouvre de plus en plus parce qu'ils sentent que le MMA est en vogue, tu vois. Et même ici, maintenant, tu peux faire tes débuts pro en MMA ou tes débuts amateurs. Parce qu'il y a des combats amateurs, il y a tout. Tout, tout, tout. Et ça, c'est l'économie numéro une en Thaïlande, tout ce qui est sport de combat. Je pense que c'est ça qui fait vivre majoritairement la Thaïlande, ou non? C'est le touriste, c'est le tourisme. Mais Mais sur le tourisme en effectivement, général, il y a combien? Je pense qu'il y a au moins peut-être 50% qui viennent ça, pour je la saurais pas boxe. te dire. Ouais, tu Ça, je vois, saurais pas te dire, mais en tout cas, je pense qu'il y a du monde qui vient pour les sports de combat, effectivement. Ouais. je pense. Et quand t'as fait Peter Yan, mais t'étais pas dans son coin? Non, non, j'ai fait Peter Yan. Il avait son entraîneur à l'époque. C'est Johnny, Johnny, je sais plus comment. Donc lui, c'était son main coach et moi, il a fait appel pour moi pour le kickboxing. Ensuite, j'ai fait Peter Yan contre O'Malley et un jour avant de partir, il a préféré prendre un coach russe qui parlait sa langue parce que la communication c'est très important. Mais j'ai fait aussi toute la stratégie de Peter Yan contre O'Malley et ouais, je suis pas parti les deux fois avec lui. C'était un peu non, parce que en fait, c'est mon taf, tu vois. Le mec me demande de faire mon taf, je fais mon taf, moi. Mais c'est vrai que quand tu montes une stratégie et que bah t'es pas là pour la fête finale, ça t'es un peu dégoûté, tu vois. Mais ça fait partie du job, tu vois. Je regrette pas et Peter Yan super réglo et rien à dire quoi. Hum, hum. C'est vrai que ce soit Pitorian ou même Raphaël plus récemment, j'ai l'impression que quand tu me parles d'eux, ils sont tous sympas, tu vois. Genre, ils viennent Ah s'entraîner ben avec toi, ils font c'est pas la grosse tête, ils ils sont cherchent le. non non non, ils sont tous humbles, ils sont tous ils sont dédiés à la performance, ils viennent et ils viennent, c'est des professionnels, tu vois. C'est pas des mecs qui viennent pour s'entraîner et qui vont parler pendant que tu expliques un truc, tu vois. Ils sont là pour manger les consignes et s'améliorer au maximum. Il y a pas qui, hein. Et est-ce qu'on peut parler de rêve d'avoir fait le coin de Raphaël Fiziev? Est-ce que pour toi c'est une consécration, c'est quelque chose d'extraordinaire? La consécration, ça sera quand on va gagner une ceinture de l'UFC. Ça, tu vois, ce sera vraiment la consécration. C'est un truc qui me manque en tant qu'entraîneur. J'ai envie vraiment d'avoir ça. Et mais on va pas se mentir, c'était un gros choc, un gros événement. J'étais content d'y être. Et ouais, c'était une belle aventure, tu vois.
Franchement, c'était bien. Maintenant, je sais pas comment te dire, tu vois, j'arrive à vachement relativiser et à rester professionnel et pas être en mode fan et dire, ah, c'est extraordinaire, etc. J'étais vraiment là pour la performance et voilà. Et en plus, enfin, Raphaël Fiziev, lui, il s'entraîne quasiment tout le temps en Thaïlande ou c'est quoi un peu Et il vit ici, il vit en Thaïlande et bien souvent, il va se préparer au Kirkleaf à Miami aussi. Ok. C'est-à-dire que ça nous arrive de faire, moi j'ai fait plusieurs combats avec lui, de faire début en Thaïlande et d'aller peut-être un mois à Miami. Je pense qu'en tant que, on parle souvent, on a eu Virgil Hogan, tu vois, avec nous. On a eu d'autres combattants qui étaient aussi dans le coin bah, de leurs amis ou quoi que ce soit. Et souvent, ils disent que quand tu es dans le coin, tu as beaucoup plus de stress et de pression que quand tu es dans le ring. Toi, en tant que coach, est-ce que tu ressens cette pression quand tu es dans le coin ou non, vu que toi, tu as l'habitude, tu dis non, il n'y a pas de pression Non, non, moi vraiment c'est le côté professionnel qui parle, tu vois. Ouais. Moi je suis comme devant la PlayStation. Ouais, Il y a une tactique, il y a un game plan à appliquer et il y a pas les émotions rentrent pas en compte et je pense que tout entraîneur doit savoir gérer ses émotions, tu vois. Mais justement, en parlant d'émotion, on en parlait souvent avec Fight. Moi, je dis toujours que l'entraîneur, c'est l'exemple du combattant. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Un entraîneur qui crie, ça va forcément frustrer son combattant. Un entraîneur calme, ça va le calmer. Que penses-tu de ça, toi? Bah, je pense que chaque entraîneur doit s'adapter à son fighter. Tu vois, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de règle parce que il y a des combattants qui ont besoin d'être bougés, il y a des combattants qui ont besoin de rassurer. D'ailleurs, il y a eu une vidéo là-dessus il y a eu un parallèle entre Fernand Lopez et Nicolas Hotz, ça. Nicolas Rock. Et ouais, et je voyais les commentaires qui jugeaient l'un par rapport à l'autre, mais tu peux pas le juger parce que c'est deux combattants différents en face et du coup, faut s'adapter au mec, quoi. et justement, quand tu es coach comme ça, est-ce que tu as t'as des élèves, même professionnels, où tu dis, en fait, je pourrais pas travailler avec toi, ça va pas le faire, on s'entend pas, ou tu acceptes vraiment tout le monde, peu importe le caractère. Non, 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 j'accepte pas du tout tout le monde. On sait Je jamais, peut-être travaille que, qu'avec les gens. Hein? on sait jamais, peut-être que tu te dis, bon, bah, il va changer, tu vois, mais tu te dis quand même, lui, non, ça va pas le faire, on va pas pouvoir travailler ensemble. Non, non, s'il y a pas de feeling, je travaille pas avec les personnes, moi. Ouais. Ah, bah, c'est ça, c'est C'est mieux, hein. quand même un, t'as vu, tu vas passer du temps avec la personne, hein. On part sur une prépa et tout. Moi, si je m'entends pas avec la personne ou si s'il y a pas le truc qui fait que j'ai envie de travailler avec lui, je travaille pas avec lui, c'est sûr et certain. Ah oui. Et Je cherche pas du tout à monter plein de fighters. J'ai des personnes extraordinaires que j'accompagne en ce moment. Je suis vraiment fier de l'équipe, de mon équipe à l'heure actuelle et je cherche pas à agrandir une team de ouf, tu vois. C'est pas du tout mon délire. Et pour revenir sur le MMA avec Raphaël Fiziev, tu disais que toi tu t'occupais que de la partie de striking. Justement, comment on s'entend avec l'entraîneur du sol, l'entraîneur de lutte, comment on s'entend pour le game plan? Eh ben écoute, déjà il faut avoir le temps de faire un game plan. Ça c'est dans le premier truc. Et je vais pas parler de Raphaël, mais je vais te parler en général. Généralement, on fait une réunion en début de camp pour savoir comment on va axer le combat. Et après, chaque entraîneur travaille sa spécificité et on essaie de se rejoindre tous ensemble pour les sparring et de d'avoir un coaching compétent par rapport à ce qui se passe dans la cage, tu vois. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur mes réseaux, sur Instagram. Je suis aux côtés de Ben Royal, je crois qu'il s'appelle. Je connais son prénom, c'est Ben. C'est un grappleur. C'est un des meilleurs mecs que j'ai eu avec moi dans le coin. Très, très calme, sans émotion, pareil. Et c'est un vrai plaisir de travailler avec des mecs comme ça, tu vois. Et je pense que c'est bien d'avoir chacun son rôle. Et, euh, et moi, s'il n'y a pas un mec compétent avec moi dans le coin, au niveau du grappling ou de la lutte, je vais pas aller dans le corner, c'est impossible. De toute façon, on voit que par exemple avec Raphaël, on voit que vous êtes bien entendu parce que vu le combat qu'il a fait, il était totalement complet. Notamment à un moment, on le voit faire une clé
au niveau de la tête de Gaethje, tu vois, avec ses jambes, il tapait dans le ventre. Dommage, il n'a pas tapé assez fort, tu vois, mais il aurait peut-être pu finaliser à ce moment-là. Et après, niveau striking, ce qui m'avait étonné sur ce combat, c'est que moi, je savais que tu l'avais entraîné, donc je me suis dit, et en plus, il est en Thaïlande, je me suis dit, ça va être beaucoup de clinch et tout ça. Et je me suis dit, quand je regarde le combat, je vois Gaethje qui commence à partir en clinch et faire de la boxe thaï aussi, qui rentre dans le jeu, je me suis dit, mais Gaethje, il est fou de partir là-dedans. Et au final, on a eu une belle guerre et un très beau combat de Raphaël, et en plus, qui était favori dans ce combat. Donc, ça doit être une certaine pression, ça aussi. Et t'as pensé quoi du coup de son combat? C'est ce que tu voulais de lui ou... Écoute, déjà, les conditions sont incroyables. Moi, on apprend le forfait aide-moi. Le forfait. Qu'est-ce qu'est le forfait? Hein? Dan Dan Hooker? Hooker, ouais. On apprend son forfait le mercredi, il me semble. Mercredi, ouais. Mercredi, finalement, on apprend que Raphaël n'est pas retenu. Du coup, il va taper un gros burger. Il faut savoir qu'il n'est pas en camp. Il n'était pas en camp d'entraînement du tout. Il était entraîné, mais pas en camp. C'est vraiment une grosse différence. Il arrive à la salle le jeudi matin. Il me dit, demain, c'est Vegas. Oh, ok. Maintenant, je peux le révéler. On fait le dernier entraînement avant de partir. Il se fait ouvrir l'arcade. Ouais. On part à l'hôpital. Il se prend des points de suture. Ok. On dit c'est pas grave et tout. Les points de suture, on les enlève le jeudi. Combat le samedi. Je sais pas si tu te rends compte du trajet que c'est Phuket, Vegas. Si tu peux nous expliquer un peu C'est le temps, combien de temps donc c'était? Phuket, Vegas, ça va dire c'est Phuket, Hong Kong, Los Angeles, Los Angeles, Vegas. C'est plus de 30 heures de vol. 30 heures de vol. Ok. T'as le temps T'arrives de faire des là-bas, sparring, t'as le temps de faire des sparring dans l'avion là. t'as 15 heures de décalage. Oh là 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 là. 15 heures de décalage. Scientifiquement, il faut 15 jours de récupération. Ok. Donc il arrive 15 jours de décalage, pas entraîné, coupure, et il doit faire le poids. Je ne sais pas si vous arrivez à vous mettre le truc. Fight Week, c'est pas tu dors quand tu veux. C'est comme un event, tu as tous les interviews. Tous les interviews, tu as plein de 1000 choses à faire. Le mec fait le truc et tout, machin, etc. Moi, je suis décalqué au possible. Je le regarde et je me dis, mais comment il va faire? Comment va-t-il faire? Et bref, on reste vraiment dans une énergie positive et nous, on est là pour gagner. On n'est pas là pour venir et juste faire de la figuration. C'est impossible. On est là pour prendre, j'avais dit, on va faire un braquage. On était là pour le braquer, le mec. Derrière, Raphaël fait donc le combat de la soirée, prend un uppercut extraordinaire de Gadji, on va pas se mentir. Il perd. Première sensation, on rentre dans les vestiaires dégoûté. Je vais pas te mentir. Vraiment, on est une équipe vraiment on a cette énergie vers la victoire, tu vois. S'il perd, on n'est pas là pour perdre, vraiment. Et après, tu prends un peu de recul et tu dis, attends, le mec, avec toutes ces conditions, il te sort le combat de la soirée. Mais c'est démentiel. Et du coup, bah, je ressors avec beaucoup de fierté parce que c'était un bête de combat. Et, et j'ai trop, trop hâte qu'il nous donne un combat avec le temps de préparation idéal. Mais tu vois, nous, en tant Non que mais fan, en tant que fan de MMA et qu'on a regardé le combat avec UFC, on savait que, tu vois, Raphaël, il me semble que c'était 2 ans d'absence. Geji, il y avait un gros KO avant. Mais même si Raphaël, je sais pas si c'est son même sentiment, toi, YR, moi, Raphaël Fiziev, il a perdu. Moi, j'étais un peu de son côté, tu vois, j'aime bien. Mais au final, tu vois, j'ai eu une fierté pour lui parce qu'il a fait une belle guerre. C'est pas comme s'il avait perdu d'une façon terrible. Tu te dis, putain, il a fait un de ses combats magnifiques, le gars, quoi. Bah ouais, non franchement, mais là, c'est. c'est très intéressant ce qu'a dit Benoît, de dire tout ce qui s'est passé avant le combat, parce que la plupart des gens qui regardent le MMA ou même le sport de combat en général ne se rendent pas compte des sacrifices que c'est, des blessures, des galères, du décalage horaire, de l'avion, de la fight week, parce que les gens ne se rendent pas compte que la fight week c'est archi compliqué. T'as des tonnes d'interviews. C'est Benoît Saint-Denis qui disait pour son main event à l'UFC Paris, il a dit j'ai été choqué de toutes les Bah ouais. interviews que j'ai. Donc c'est très important de prendre en compte ça et de respecter tous les combattants parce que c'est un travail de fou. Je tenais à le dire. Ouais, ouais. Merci de le rappeler et franchement, gros big up à Raphaël, franchement.
quel guerrier ce mec, quel guerrier. Ouais. Et il me dit on part avec elle. Je dis mais non, c'est complètement fou. Mais Mais bon, bref, tu disais c'était une belle vie, hein. tu disais qu'il devait perdre du poids, il devait en perdre beaucoup. Non, pas beaucoup, parce qu'il était pas très lourd. Du coup, ça allait. Il devait être à 79, 78 kilos. Parce que j'aurais été étonné qu'il doive perdre beaucoup de poids, parce que là, il descend de catégorie, là. Hein? Il veut descendre de catégorie, là, apparemment. Écoute, c'est en étude, c'est en étude. On va faire appel aux scientifiques pour savoir ce qu'il en est. Et je me prononce pas là-dessus parce que c'est pas mon rôle, mais c'est une question qui se pose et on prendra une décision en fonction des résultats scientifiques qui lui seront apportés. Et moi, je pense que, en fait, nous, en tant que, comme ça, on regarde juste la télé, tu sais, on connaît pas tous les derrière, tout ce qu'il y a derrière, tu vois, mais moi, je me rappelle Fizef, avec une KT en moins, putain, ça peut être un monstre, hein. Enfin, moi, personnellement, je le Bah ouais, sais. mais déjà c'est un monstre en lightweight, alors Ouais. Ah ouais, non, c'est un monstre. Et ouais. justement, sur Raphaël, quelles sont les trois choses qui t'ont le plus impressionné chez lui? C'est son coup d'œil, son déplacement et, euh, et son striking, hein. C'est le combattant le plus dangereux que jamais coaché de ma vie. Ouais, ça va faire peur, ça. Ouais, C'est qui? il a un coup d'œil, Je t'écoute, je il a un t'écoute. coup d'œil vraiment extraordinaire. Ouais. Et c'est qui, Et justement, par rapport au, quel combattant frappe le plus fort aux entraînements? Qui t'a choqué, en fait? Euh, il y en a beaucoup qui sont très très forts, beaucoup beaucoup. J'ai tenu les pattes d'ours à Chandler. Chandler, c'est de la TNT, vraiment, c'est très très fort. Euh, j'ai un jeune qui fait le tough en ce moment, Daniel Blanchenko. Il frappe comme un sourd aussi. Raphaël, il est tellement technique qu'il arrive à, à pas envoyer 100% parce que je pense que mes mains s'éclateraient. Mais ouais, tous ces mecs-là, c'est des mecs hors normes, tu vois. C'est des mecs, on parle du top niveau, tu vois. Pas Peter Yan. Peter Yan, il a une boxe anglaise venue de l'espace. Et moi qui les côtoie, je peux te dire que ces mecs, c'est des armes. Ça veut dire, si jamais, mais si jamais tu avais un problème avec eux, dans une sorte d'embrouille, Tu cours. mais c'est un autre level. Vraiment, ils sont forts, forts, forts. Mais vu que eux, c'est le top niveau, toi, t'es le top niveau des coachs, alors, s'ils sont avec toi. Hein? Si eux, c'est le top niveau, ça veut dire que toi, t'es le top niveau des coachs s'ils s'entraînent avec toi. Écoute, ça, c'est pas à moi de le dire, tu vois. Moi, je C'est fais pas. mon travail et je suis heureux de les accompagner et très fier de les accompagner, ouais. et tu parlais de coup d'œil. On dit souvent que ça, on l'a ou on l'a pas. Est-ce que ça se travaille? Tu sais, une fois, on faisait une expédition à Miami pour repérer des crocodiles, tu vois, avec les bateaux flottants, là. Ouais, aux Everglades. Ouais. Rafa, c'est le seul à voir les crocodiles à 1000 mètres. Je dis, Ah mais ouais. comment tu fais ça? Et c'est ce jour-là, j'ai compris, tu vois. Putain, mais c'est pas possible, tu vois mieux que les autres. Et j'ai l'impression que quand il est à son top niveau, vraiment, quand il est préparé et qu'il est au top niveau, il voit les trucs en slow motion, tu vois. Il a une vision. Et je pense que le coup d'œil, bien sûr, se travaille à la salle avec des exercices spécifiques, mais tu as des aptitudes, ouais. Et justement, pour revenir sur des combattants français, quand je pense à coup d'œil, je pense à Cédric Doumbé. T'en penses quoi? Ouais, ouais, c'est une pointure. C'est une grande pointure du kickboxing, Cédric Doumbé. C'est un mec, euh, c'est un mec hors norme aussi. C'est un mec qui a des capacités de malade. Et moi, je connais Cédric depuis plus de 10 ans maintenant, ouais, au moins 10 ans. Je l'ai vu à ses débuts pas ses débuts, mais presque ses débuts en full contact. Il a, il est hors norme. Moi, je voulais revenir un petit peu justement là sur la Thaïlande, tu vois, parce que ça intéresse quand même beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui hésitent, tu vois, à faire des camps en Thaïlande, ou qui mettent de l'argent de côté actuellement pour venir. Toi, en tant que coach, est-ce que vous vous parlez tous entre coachs français, tu vois? Après Jean-Charles, je crois qu'il est plus trop en Thaïlande en ce moment. Il y a Youssef et tous les coachs français qu'il y a sur place. Vous vous parlez un petit peu ou?
Que chacun de son côté. Bah, Youssef, c'est mon ami. Mhm. C'est mon ami de toujours, tu vois. J'ai eu la chance de coach aussi. J'ai fait quelques coins avec lui. Et non, on se parle pas plus que ça, tu vois. Il y a pas de, moi, par exemple, à Phuket, il n'y a pas de coach français avec moi. Ah ouais. Je crois que je suis pas déjà, je suis le seul. Et tu parles le thaïlandais? Non, non, non. Mais je Non? travaille pas avec les Thaïlandais, moi. Je travaille qu'avec les anglophones et les Russes. Ouais, mais si tu vis là-bas, je me suis dit peut-être Et que t'as appris à parler plus. non, non, malheureusement, j'ai honte. J'ai pas encore appris et il faudrait que je m'y mette. On a une question là. C'est qui le prochain combattant pour Fiziev? On n'a pas la réponse encore, Juliano. Mais mais je pense que on aura un combat d'ici pas trop longtemps. Ouais, bah, ça serait bien On quand a même vu, pour après. on a vu, pour revenir sur l'UFC là, que tu avais beaucoup filmé la Fight Week sur TikTok et sur tes réseaux sociaux en général. T'as vraiment été impressionné par l'organisation que c'est? Alors, moi déjà TikTok, je faisais ça. J'ai ouvert TikTok il y a 6 mois. C'était vraiment pour rigoler. Et à la base, sur TikTok, je pose que des trucs pour rigoler, tu vois. Et du coup, je postais la Fight Week, mais sans aucun, déjà sans prêter attention et sans vouloir faire du contenu. Et c'était plus ouais, on sait jamais. Et finalement, bah, j'ai pris 2000 followers en une semaine. Et j'ai vu que ça allait intéresser les gens. Du coup, la prochaine fois que je vais sur un événement, je vais poster des trucs un peu plus sérieux cette fois. Et pour revenir à l'UFC, c'est la Ligue des Champions. C'est, c'est un autre level, les gars. C'est un autre level. J'ai fait toutes les organisations au monde et je peux te dire que l'UFC, ils sont très, 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 très loin. Ouais, bah, Il n'y a pas mieux au monde. non, je pense que déjà, ce que tu as vécu dans la semaine, c'est incroyable. Déjà à travers tes vidéos, tu vois, moi je voyais ça, je suis curieux. Après, à part le jogging, l'UFC se décolle dessus, tu vois, mais le reste, ça a l'air top. Non, non, c'est trop, c'est trop. T'arrives, hôtel incroyable. T'as accès à UFC Apex, t'as un minibus en permanence, t'as l'équipement, t'as le nutritionniste, t'as les compléments alimentaires, t'as accès au restaurant, t'as des salles d'entraînement dans l'hôtel, des suites de malades, quoi d'autre? Non, c'est conférence de presse hallucinante. Les médias sont là, mais ils retiennent pas l'athlète trop longtemps pour pas le tuer non plus. Euh, non, non, c'est c'est du high level, les gars. Et celui qui dit que la Ligue des Champions ou se prétend numéro un sans être à l'UFC, il est dans le faux, tu vois. Ouais, L'UFC, c'est la référence et si tu veux être numéro un, il faut aller taper les mecs de l'UFC. ouais, t'as mis la petite casquette de l'UFC derrière dans l'étagère, là. Tu l'as gardé, derrière. Un Mais ouais, petit souvenir. c'est vrai qu'avec avec TikTok, c'est là où moi j'ai vu les insights de l'UFC, c'était super intéressant. Et tu vois maintenant un coach comme ça, comme toi en Thaïlande, si tu mets des vidéos, tu fais des lives pendant les entraînements, des trucs comme ça en Thaïlande, c'est des trucs qui intéressent. Tu vois. Moi, je fais grave ça. J'aime bien voir un peu la vie d'un coach en Thaïlande ou comment ça se passe, tu vois. C'est des trucs qui marchent ça en fait. Donc ça fait exemple pour tes Des insights. lives d'entraînement? Ouais, peut-être live des entraînements ou un peu ta vie en Thaïlande, tu vois, ça c'est vraiment le truc qui marche. Hein. Ouais, il faudrait que je m'y mette un peu plus. Je fais beaucoup de vidéos sur les pattes d'ours, mais c'est vrai que je fais pas de live, mais ouais, pourquoi pas. Non, Pourquoi pas, on fait des entraînements collectifs. En plus, il y a du beau monde à chaque fois. Ça peut être pas mal, ouais. justement, j'ai une question, elle est peut-être un peu bête, mais j'ai envie de la poser. Tu vois, par rapport aux entraînements avec les pas de bourse, etc., on voit toute l'année, les gens viennent faire des camps, viennent faire des camps, viennent faire des camps, que ce soit toi ou maintenant un coach thaïlandais, ou peu importe. Vous n'avez pas des soucis avec vos avant-bras à force de prendre des coups toute l'année? Ben écoute, moi j'avais mal dans les coudes et dans les épaules. Je me suis mis à la muscu et ça va mieux. Non, j'ai pas de problème, moi ça va. Franchement, je renforce vachement mes bras et mes épaules et ça va. Pas de Parce que problème. de prendre des coups comme ça à longueur de temps toute la journée, même avec la protection, ça va quand même être usant, tu vois. à force. Ouais, en fait, je vais te dire, ma principale préoccupation, c'est de gérer mon énergie. Parce que quand t'enchaînes les mecs, à chaque fois, il faut leur donner une énergie positive en plus. Et du coup, quand t'es coach, tu vas à la salle le matin, tu rentres, tu manges et t'es obligé de faire une sieste. Et le soir, tu recommences et tu manges et j'essaie d'avoir une vie vraiment stricte, tu vois. Mm.
Un, euh, Et, Comme un athlète de haut niveau, en vrai. et pour revenir à l'aspect mental et à l'UFC, on a vu que donc Raphaël Fiziev a combattu en co-main event. Comment on gère une journée comme ça jusqu'au combat? Parce que c'est long. Euh, non, bah en plus, on était dans l'urgence, tu vois, parce qu'il fallait tout gérer en même temps. Du coup, il y avait un entraînement par jour. Fallait répondre aux médias le plus possible dans la journée. On avait la chance de travailler avec un nutritionniste extraordinaire qui gérait le poids d'une manière scientifique et trop bien. Et en fait, ta journée, ça passe très vite, hein. Le matin, il se réveille, ensuite il y a les interviews, faut manger, et le soir, on essaie de faire un entraînement à l'heure du combat. Et voilà, ça passait très. C'est facile. Hum, hum. Fatigant, mais facile. J'imagine, avec le décalage horaire, comme tu nous as dit avant, c'est pas reposant, je pense. C'est pas reposant une semaine de fight week, hein. C'est pas tout rose. Non, mais encore une fois, là, ça a été un combat en short notice. J'espère que le prochain sera pas en short notice et que qu'on va arriver dans de bonnes conditions. Ouais, bah, j'espère. Déjà voir s'il va descendre de catégorie, parce qu'il y a aussi des beaux noms dans cette caté et il peut vite se faire une place, à mon avis, hein. Le niveau qu'il a, il est totalement complet, Raphaël, en plus. Mais bon, on parle beaucoup de Raphaël, mais je pense que tu as beaucoup de combattants qui vont faire de belles choses aussi. Il n'y a pas que Raphaël, hein, donc, à mon avis. Non, là, ouais, j'ai de l'actualité, hein. Ouais. J'ai une petite qui va faire la ceinture de l'Octagone dans 4 semaines. Ensuite, j'ai un mec au PFL MENA, invaincu, qui va boxer en mois de avril. Et j'ai un autre mec au One Championship. Et j'ai un gars en ce moment qui est à Vegas, qui a fait le TUF. Et donc, on peut pas dire le résultat, mais il est double champion du NISA. Et voilà, j'ai quelques fighters comme ça incroyables. Et tout au long de l'année, il y a des fighters qui viennent ponctuellement ou pas. Mais ça, c'est mes cinq fighters qui sont avec moi l'année ici. Et ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande, là, du coup, que tu vis là-bas? Ça fait depuis 8-9 ans que je suis entre la France et la Thaïlande, avec des 2 ans en Thaïlande des fois, des 8 mois en France, j'avais une vie un peu entre les deux. Et depuis pas ce décembre-là, mais le décembre d'avant, j'ai décidé de totalement m'expatrier en Thaïlande. On va pas critiquer la France, mais tu te sens mieux là-bas ou en France, toi? Non, frérot, on va critiquer la France parce que Juste il y avec, a, juste il y avec, a, juste avec il y cette a, phrase, t'as mon titre sur YouTube, là, et je vais faire des vues, hein, tu vois. hein? Juste avec ta phrase, là, j'ai mon titre YouTube pour faire des vues, hein. Ouais, Écoute, je rigole. non, il y a une ambiance totalement islamophobe en France qui est pas soutenable. Franchement, je veux te dire la vérité. Quand je vois certains commentaires sur les réseaux complètement débridés de mecs qui affirment leur racisme publiquement et, euh, et qui s'expriment normalement et qui n'ont plus aucune honte, tu vois, moi j'ai vraiment une gêne certaine envers ces gens-là, tu vois. Et, euh, et quand tu es à l'étranger et que tu vois ce qu'on est en train de devenir et que c'est la risée du monde, tu vois, parce que faut pas se mentir, la France prend des mesures drastiques contre l'islam et c'est très triste, tu vois. C'est très triste parce que je pense que si on s'aimait tous et qu'on avançait tous la main dans la main, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Et, et moi, tu vois, je suis français. Moi, je m'appelle Benoît, je suis blanc comme ça me gêne énormément, tu vois. Donc, je n'ose même Bah pas ouais. imaginer Mohamed qui doit vivre ça au jour le jour, tu vois. Mais tu vois, Donc, même, je suis très content d'être expatrié aujourd'hui et, euh, et voilà. bah, nous, on le voit, tu vois, avec nos vidéos, hein. Quand on parle de certains combattants, tu vois, l'autre fois, j'ai parlé de Imavov, avant le combat de Adesanya, je parle d'Imavov. Les commentaires que j'ai eus, de toute façon, ouais, il n'est pas français, nanani, nanana, on va pas être derrière C'est très, très lui, violent. c'est quoi ce nom et tout. Tu vois, des commentaires comme ça. Et des fois, TikTok les affiche pas parce que c'est trop violent, donc on les a infiltrés, nous, on les voit, et quand tu lis des trucs, mais que ce soit ça, que ce soit, qu'on parle de religion, qu'on parle d'autres choses, les gens en France sont violents, tu vois. Moi, sur la plupart de mes commentaires, c'est qu'est-ce que tu parles de MMA, espèce de sanglier. Enfin, tu vois, les gens, ils ont une violence en France, ils sont haineux envers les uns et les autres.
en plus de ça, on parle d'un pays où, soi-disant, il y a la sécurité, mais il n'y a pas trop de sécurité. Les hôpitaux, c'est pas ça. Enfin, tu vois, il n'y a pas grand-chose qui va au final. Mais Et bon, ouais. pas tant, hein. Et alors moi, j'ai découvert TikTok, tu vois, et sur certaines vidéos, sur certains trucs, j'en ai pris plein la bouche. Moi, tant que ça reste on me charrie, je suis content, tu vois. Moi, je viens de Nanterre, c'est la ville où on charrie le plus au monde, je crois. Du coup, moi, tout ça, ça me va, tout ça, y a pas de problème. Tu peux me charrier, mais tout ce que tu veux. Mais il y a des trucs quand même. Wow. J'ai une certaine haine et voilà, c'était la parenthèse que je voulais faire. Tu m'as posé des questions par rapport à la France et je suis obligé de l'exprimer aujourd'hui parce que ça me heurte très. C'est un truc qui me, je sais pas, ça me reste là, tu vois. J'arrive pas à avaler ça. Il y a quelqu'un qui a vécu au Vieux-Pont, près de Nanterre, Et hein. ben moi, j'étais au Vieux-Pont aussi. J'étais au Vieux-Pont à Nanterre. Ouais, voilà. T'avais quelque chose à dire par rapport à ça, Irina? Parce que sinon, moi, je voulais parler aussi de la vie en Thaïlande. Ça intéresse beaucoup de gens, ça. Ouais. Non, mais et encore, Nassourdine Imavov enchaîne les victoires. Le jour où il va perdre, imaginez les messages qu'il va recevoir. Ah bah oui, mais ça, c'est clair, hein. C'est triste, C'est hein. clair. Mais ouais, Et après, ouais. sur ça, ouais, c'est compliqué. Et maintenant, maintenant, parle-nous aussi un peu de ta vie en Thaïlande. Parce que, comment, t'es payé par le Tiger, c'est ça? Ou t'es coach privé au Non, non, Tiger? non, non, pas du tout. Moi, j'entraîne principalement au Ali Gym et je vais aussi au Tiger Muay Thai. Je suis attaché à aucun des clubs. Je suis totalement indépendant. Ok, t'es indépendant, J'ai donc pas tu te fais ton voulu salaire à m'attacher. toi. Tu te fais ton salaire à Ouais. toi, t'es indépendant, t'as ton entreprise. Non, 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 je suis pas d'entreprise. Non, Ah ouais? non, non, je suis en Thaïlande. J'entraîne les gens ici et tout va bien. Ouais. Et, Ok. et comment on s'adapte par rapport aux combattants? Parce qu'ils ont pas tous le même style. Comment toi tu t'adaptes quand tu tiens les PAO ou... Ouais, ça, c'est le métier entre guillemets, tu vois. Et au-delà des parents, il y a le psychologique, tu vois. Il y a, il y a des gens qui vont être super confiants, il y a des gens qu'il faut rassurer, il y a des gens qui vont être trop confiants, il y a des gens qui ont trop travaillé, il y en a qui sont feignants. Du coup, faut s'adapter, tu vois. S'adapter à tout le monde. Et après, sur la technique des PAO, euh, tu t'adaptes par rapport au profil de l'adversaire et aux qualités du combattant. Et quelqu'un qui a écrit Salut, c'est quoi ta stratégie pour que Pereira gagne son prochain combat? Merci de l'entraîner. Non, Pereira, moi, c'est pas mon élève, du coup, je pourrais pas te dire. En tout cas, Pereira, gros respect à lui, hein. J'étais avec Léo Glory plusieurs fois, et voir ce qu'il est devenu aujourd'hui, Ouais, incroyable, bravo. hein. Incroyable, ouais. C'est une belle carrière. Hein? C'est une belle carrière qu'il fait. Ils sont Ah fous. ouais, Depuis c'est Glory qui est ce qu'il fait à l'UFC, c'est dingue. Après, bon, il y en a beaucoup qui vont c'est- espérer à prendre Kalaev, mais bon, ça arrive, quoi, les défaites, ça arrive, hein. ah non, il y a rien à dire sur ce mec, hein. Impressionnant. Moi, D'ailleurs, le je joue beaucoup avec lui à la play. Tu veux avec lui ah, tu le prends à l'UFC à la play? Ah ouais, t'es fou, les genoux sautés, ça éteint tout le monde. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et sur la Thaïlande, toi, t'accompagnes aussi des gars dans des combats, je sais pas, Olympie ou des trucs comme ça, sur place. Tu fais aussi ça? Je fais de moins en moins de kickboxing et Muay Thai, Ouais. de moins en moins vraiment. Par contre, il y a des mecs qui combattent au stadium d'à côté, à Patong ou à Rawa, et ça m'arrive souvent d'aller là-bas et de les coacher, et voilà, hein. Parce que Mais les combats sont réglo là-bas ou c'est souvent truqué pour les paris? non, déjà, il y a pas trop, je crois qu'il y a plus trop de paris. Déjà, je suis pas trop dans le pari, moi, mais je crois que, par exemple, le petit stadium à Patong, je crois qu'il y a plus de paris, Mhm. parce qu'il y a un policier qui est là en permanence, et je vois plus de paris, en tout cas. Et après, sur des petits stadiums comme ça, il y a des mecs qui viennent boxer toutes les semaines, ça leur gagne-pain, tu vois. Mhm. Du coup, ils vont pas chercher le combat ultra violent, on va pas se mentir. Raser sa moustache, ça rend plus fort ou pas, hein? Sinon, je vais le faire, ça. Il va Et comment? tu voulais dire quelque chose? Oui, on sait qu'en Thaïlande, ils ont cette culture de commencer très très jeune. Ah oui. Que penses-tu de ça, toi? Non, c'est le sport national, du coup, les petits, ils commencent direct,
Et voilà, après, c'est dans leur culture, du coup, non, je vois ça d'un bon œil, moi. Pas de Ok, problème. donc, Mais même en MMA, hein, aujourd'hui, il y a des petits qui commencent le MMA. Et, bah, maintenant, c'est d'actualité, hein. Il y a des petits qui viennent du MMA, quoi. Et j'en croise des petites 20 ans qui ont, genre, je sais pas, 20 combats amateurs, 20 victoires, c'est des ils ont un niveau de malade. et pourtant, C'est impressionnant, vraiment. pour l'instant, à l'UFC, il y a pas de combattant thaïlandais, il me semble, hein, si. Ouais, mais il Ah faut non, non, laisser je le te temps. parle pas des Thaïlandais, moi. Je travaille pas avec les Thaïlandais, moi. Oui, oui, non, mais je veux dire, il y a des Thaïlandais qui doivent faire du MMA, je pense, quand même. Ouais, bah, il y avait, sûrement, mais je saurais pas te dire de nom, en tout cas. C'est vrai que moi, Je travaille pas de, non. Après, quand t'es combattant de MMA en Thaïlande, ils vont surtout au One. Faire les combats de MMA au One, ils vont pas à Ouais, l'UFC en général. c'est vrai, c'est vrai. Le One, aujourd'hui, c'est un événement par semaine et il y a beaucoup de personnes qui signent au One. c'est une belle orgue, le One Time. Je regarde pas assez, mais c'est sympa. Mais après, c'est du MMA avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de boxe taille dedans, quoi. Non, non, c'est du même, pur MMA. Mais ils sont plus axés sur la. Ils relancent beaucoup plus les combats qu'à l'UFC. C'est-à-dire que quand il y a des moments morts, l'arbitre relance les combattants au maximum. Non, mais ce qui est bien avec le One, c'est que tu peux avoir une soirée avec de tout, du grappling, Ouais, du MMA, du Muay Thai, du kickboxing. Donc ça, c'est super, en vérité. Ouais, ouais, c'est un format différent. j'ai encore quelques petites questions parce qu'après il est tard chez toi, donc on va pas trop tarder. C'est quoi ta À l'aise, journée, les gars, pas de c'est problème. quoi, c'est quoi ta journée type du coup d'entraîneur? Le matin, réveil, je vais à la salle et je bosse le matin, je rentre, repas, et l'après-midi, je retape l'entraînement. Et le soir, repas, je prends 1 heure pour m'entraîner dans la journée pour moi. Et, euh, et après, ça dépend en fonction des combats qu'il y a à préparer, mais je fais aussi de l'analyse vidéo beaucoup. Et, euh, et voilà. Ok. Donc, Et, et, et du coup, là, tes prochaines échéances, c'est avec quel combattant? Alors, je vais avec Farah. J'ai pas son nom parce que j'ai pas son nom de famille. Je pars au Kazakhstan pour la ceinture de l'Octagone euh, avec cette combattante. Elle a 4-1. Elle affronte une fille qui a 7-0. Et je pense que je l'ai repérée il y a 1 an. Cette fille est sans entraîneur, sans rien. Et depuis, elle fait que progresser. Elle a 19 ans, elle a un striking phénoménal, elle a une lutte solide et un grappling impressionnant. Et je pense très sincèrement que si on passe ce prochain combat, on va être à 1 ou 2 combats elle est dans le live là. d'être dans les radars de l'UFC. Bah écoute, peut-être, ouais. Farah Abdoueva. Voilà, c'est ça, la petite Farah, elle est Ah là. oui. Ensuite, je pars en Arabie Saoudite pour le PFL MENA avec Abdelrahman, c'est un combattant qui a 6 ou 7-0, je pense. Moins 66 kilos. Pareil, c'est un combattant très très complet qui vient de Jordanie et qui est très très solide. Et ensuite, il va y avoir de l'actualité pour Daniel Donchenko qui a fait le TUF, qui est sorti du TUF et donc on va voir ce qui se passe pour lui si s'il est passé ou pas. Et j'espère qu'on va revoir un Raphaël très prochainement. J'ai Maurice Abebi à One, c'est un moins de 77 kilos. Il est pareil, il est à 10-1 ou un truc comme ça, ouais. Impressionnant aussi, très très explosif. Fighter complet, tant en grappling qu'en striking. Du coup, j'ai la chance d'avoir vraiment des talents avec moi et il y a des grandes choses qui vont arriver pour 2025. Ah, il y a même quelqu'un dans le chat qui dit Benoît, je veux venir à Phuket. Il dit lui, c'est le petit de TikTok. Mais je pense Ah que. ouais, il m'a beaucoup écrit le petit TikTok. Ah ouais. Mais justement, je vais t'en parler justement là avec tout ça, plus Raphaël, tes 2000 abonnés que tu as pris. Je pense que tu dois avoir tellement de DM avec des gens qui te demandent où tu bosses, comment venir et s'entraîner avec toi. Tu vas t'ouvrir des portes avec des clients là, je pense. Tu vois. Ouais, j'ai trop de travail, moi. Vraiment, je suis débordé ici. Je suis vraiment débordé, ouais. Et j'essaye de répondre au maximum à la demande, tu vois. On va pas se plaindre d'avoir trop de travail, tu vois. Pour moi,
c'est pas une consécration, mais moi j'en entraînais à Laguerre Colombe à l'époque. On n'avait même pas de salle de boxe, tu vois. On n'avait pas de salle de boxe, on était en galère clairement et on sort Anissa Meksen championne du Glory. J'ai sorti Guillaume Pascal qui était un champion WACO, j'ai sorti Richard Padonou, il y a eu des Aziz Lali qui sont venus s'entraîner avec nous. On est une vraie équipe. Il y a eu Yetkin Oskul qui était champion du monde WBC, Bilej Kitou et j'en passe. Tu vois, on a fait des grandes choses avec rien. Et aujourd'hui, j'ai la structure pour faire de grandes choses. Du coup, je suis content d'être là et c'est vraiment cool, quoi. Donc tu vas faire ça toute ta vie là, vraiment. Jusqu'au bout. Écoute, tant que je prends du plaisir à le faire et tant que ça me plaît et que mes bras le permettent, je pense que je vais continuer à faire ça, ouais. Et tant aussi que je serai avec des personnes qui m'animent, tu vois. Parce que le jour où je traîne les pieds pour aller à la salle ou où je traîne les pieds pour aller en Fight Week, j'arrêterai ça directement. Ouais, et désolé, ça a bugué. J'avais une question. Quel est le temps idéal pour un camp d'entraînement? Euh, un Bonne question. mois, 3 semaines? En fait, on fait des camps de 7 semaines généralement, avec 6 semaines, 6 semaines de travail et une semaine de Fight Week, quand le combattant est entraîné. S'il n'est pas entraîné, il faut plus de temps. Et donc J'ai là, entraîné une japonaise qui s'appelle Rena. Euh, je lui ai demandé de venir 8 semaines en avance, 8 semaines en avance, et c'était grandement, enfin, elle en avait besoin parce elle était pas du tout en forme à son arrivée en Thaïlande. Donc pour elle, on est parti sur un camp de 8 semaines, et j'ai eu la chance d'aller coacher, la coacher au Rising au Japon, organisation extraordinaire, les gars. 37 000 personnes, full, le stadium full, et Pacquiao boxait cette soirée-là. Et, c'est vrai qu'en France, on ne regarde pas le Rising. Le Rising, les gars, j'aimerais bien retourner. Franchement, le Rising, c'était incroyable. Et tu vois, là, on parlait des meilleures organisations au monde. On n'est pas loin. Avec le Rising, vraiment. et tu sais que moi, ce qui m'impressionne comme organisation, tu l'as cité avant, c'est quand je vois les événements, c'est l'Octagone. Hein. L'Octagone, à chaque fois, ils font des événements de malade, moi, je trouve. Hein. Alors, je crois que c'est différent l'octagone que vous connaissez et l'octagone Valais, parce que moi, c'est l'octagone du Kazakhstan. Octagone Allez. League, ils appellent ça. Ouais. Je crois pas que Toi, ce soit tu le même, parles, mais toi, Faye, du tu coup, je parles de crois celle pas. de la République tchèque, je crois. Ouais, c'est ça, République tchèque, ouais, donc c'est pas les mêmes. Ouais, j'ai pas dû y aller là-dedans. Mais du Octagone, coup, sur le j'ai temps pas de dû le faire. préparation, John Jones qui demande 6 mois, il abuse un peu, quoi. Parce que là, John Jones, il Bah, a sorti qu'il voulait 6 mois de préparation au moment où il a la date avec la finale. ouais, mais regarde, il a pas boxé depuis longtemps, hein, John Jones. Ouais, après, il a eu un combat Et tu là vois, en novembre. ouais, bah après, c'est lui et ses exigences. Après, t'as vu, il a le droit d'avoir des exigences, je pense, le mec. Ouais, c'est vrai. À ce stade, Non, il mais est surtout journaliste. que Hein? quand il dit qu'il lui faut 6 mois, il y a le temps aussi qu'il se mette en forme physiquement, qu'il se mette aussi mentalement dans le combat. Quand il dit qu'il lui faut 6 mois, c'est pas qu'il va faire un camp d'entraînement de 6 mois, c'est surtout pour se mettre mentalement, je pense, dedans. Et en Et puis parlant, là, on parle d'enjeux de malade, hein. et en parlant de John Jones, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait rêvé coacher? Vraiment pas du tout, du tout. Non? Je suis pas du tout fan. Je suis pas du tout fan des mecs, moi. Ah ouais, Euh, hein? j'ai dit, ouais, t'as pas d'idole ou quoi que ce soit, t'aurais dit, ouais, celui-là, Non, non, je plutôt bien suis pas du répondu. tout là-dedans. Et je pense que si en plus tu idolâtres le mec, tu peux pas être un bon coach. Ouais. Tu vois? Exactement. Ouais. Du coup, non, j'ai pas ça du tout. Mais ça retire rien du fait que je suis super fier d'accompagner ces athlètes aujourd'hui, tu vois. Je Ouais. suis vraiment, vraiment fier d'eux, tu vois. L'an dernier, je crois qu'on a enchaîné 15, 15 victoires et une défaite. Ouais, brutalement, ouais, Et ouais, Bah et après, c'est good. ça me rend fier vraiment quand ils réussissent, ça me rend vraiment fier. Il y a Maurice Abebi qui a boxé un mec qui avait 10-0 son dernier combat. Il l'a été en premier round. C'était un combat où on me disait ouais, c'est un combat très très chaud pour lui. C'était au One.
Et moi, j'ai dit, OK, c'est un combat chaud. Je veux pas débattre avec vous. Celui qui dit que c'est un combat chaud, venez, on pose un billet tout de suite et puis on verra bien ce qui se passe. Et derrière, il l'était en premier round et ça, c'était beau, tu vois. Là, ce qui me fait plaisir, c'est qu'en ce moment, tu vois, on voit les coachs ils sont vachement mis en avant maintenant, que ce soit dans les médias ou dans les réseaux. Et ça fait plaisir parce que le travail dans l'ombre, c'est souvent les coachs. Et qu'on puisse te parler et un peu savoir tout ça, du travail du coach, c'est quand même intéressant. Il ne faut pas les oublier, les coachs, c'est Mais important aussi. tu sais que moi, il n'y a aucune lumière, hein. Moi, il y a After Fight avec qui je fais des interviews régulièrement. Mais, euh, mais regarde, je passais sur RMC Sport. Les commentateurs, ils me connaissent. Mm, C'est des gens qui sont que je vois. C'est des gens qui sont avec moi sur les réseaux. On est amis, tu vois. mm. Ils m'ont même pas cité, tu vois. Alors moi, je m'en fous, hein. En vrai, je m'en fous d'être cité. Je fais pas ça pour ça. Mais oh, c'était quand même le common event de l'UFC, bordel. Ouais, non, mais c'est clair, mais en fait, c'est pour ça que moi je voulais t'avoir. Je t'ai aussi vu avec After Fight. En plus, tu vois, en voyant tes vidéos sur TikTok, ceux d'avant, avant les insights de l'UFC, je me suis dit, putain, mais le gars, c'est ce que j'ai dit avec Greg Fight. J'ai dit, quand on sera avec Benoît en live, je suis sûr qu'on va trop rigoler. Il a l'air trop marrant, le gars. Il a écrit Ah une ouais, je me vidéo et prends tout pas la ça. tête, J'ai moi, dit, vraiment. ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment chill, tu vois. Donc, je Mais dois tu te dire vois, que aujourd'hui, j'en pense. aujourd'hui, là, vous m'accueillez sur la chaîne. Merci à vous, franchement. Mais la vérité, aujourd'hui, en France, il y a la lumière sur deux entraîneurs. Mm. C'est tout. Oui, oui, c'est vrai. Faut pas se mentir. Bah ouais. Moi, t'as vu, je suis parti dans toutes les organisations au monde, personne ne me calcule. Là, il y a RMC Sport, ils m'ont donné le micro, très très bien. J'ai répondu à deux, trois questions. Il y a la sœur qui était là, que je connais depuis toujours. Mm. Et ils auraient pu me dire, ouais, bah, je sais pas, poser deux, trois questions, tu vois. Ouais, mais c'est clair. Après, encore une fois, moi, je cherche pas ça. Moi, vraiment, ma lumière, c'est la victoire de mes combattants. Mais c'est vrai que Ouais, il n'y a pas trop de lumière, on va pas se mentir. voilà, il y a une petite part où tu te dis, putain, mais j'entends quand même le common event et genre, on me pose même pas des questions, je suis français, ils sont français. Je comprends un peu ce que tu veux dire, tu vois. Ouais, C'est ouf quand même, Ouais, non? ouais, ouais, mais Là, on parle. je trouve ça ouf, hein. Je trouve ça ouf, ouais, mais ils je vais sont pas parler un habitués. petit peu français. La sueur, on le sait très bien, ça fait pas de buzz. Quand ça fait pas de buzz, ça leur plaît pas. Ils parlent que de Cédric Doumbé, de Nassourdine Imavov et de Benoît Saint-Denis, Ouais, c'est ça. malheureusement. Bah écoute, ouais, mais moi en même temps, je peux pas leur jeter la pierre parce que je suis pas, comme je t'ai dit, moi je suis pas fan. Du coup, je suis pas dans ça. Moi, je suis pas dans regarder ce qui se dit, ce qui se dit pas. J'interviens pas là-dedans. Mais c'est vrai que moi, franchement, j'étais pas là pour ça. Mais quand j'ai vu que personne me calculait, j'ai dit ok, bah, c'est pas grave, t'as vu. Moi, je suis là pour mon kiff et pour faire mon métier, tu vois. Après, le reste, ça viendra. Si Justement, ça vient, ça vient. Si ça vient pas, ça vient pas. justement, tu vois, le but à la base, ces interviews, c'est des crackers fight, de les faire en live, de pouvoir réagir avec les gens en même temps et après de mettre sur YouTube. Et nous, en fait, le but, c'était essayer de mettre la lumière un peu sur tout le monde du MMA, que ce soit entraîneur, tu vois, l'autre jour, on a eu un juge. Là, on aimerait avoir un médecin, on aimerait avoir un diététicien, un nutritionniste, on aimerait avoir un psychologue aussi, tu vois, dans le sport. En fait, on aimerait Très très important. Très voilà, très important, psychologue. voilà, parce que là, on en a parlé avec Prince Aounala, de la santé mentale chez les jeunes, par rapport même, tu vois, les histoires de trash talk, tout ça, ou même après les défaites. Et moi, c'est un point, personne n'en parle de la santé mentale dans le MMA, mais c'est ultra Il n'y a important. pas que ça, hein. Il y a l'argent aussi. Ouais, l'argent aussi, ouais. Et ouais, parce que Et le petit, par exemple, je te donne un exemple, le petit, souvent ça vient de la street, tu vois. C'est des mecs qui ils mangent des pierres, ils ont rien. ouais, Ils ont rien, et à un moment donné, ils vont faire un, 2, 3, 4, 5, ça va monter un petit peu, et là ils vont prendre un cachet à 20 000. 20 000 $. T'imagines ou pas? Le petit il vient de prendre 20 000 $. Mais hé, et c'est à ce moment-là, il faut le laisser, il faut être là pour lui rappeler la réalité, pour lui dire attends, attends, faut rester au sol, faut rester. Et moi, je leur dis à tous, hein, j'ai des petits, Daniel, c'est comme mon petit frère, Daniel Donchenko, vous allez en entendre parler bientôt. Il est double champion du NISA, il est dans la même team que Raphaël et que Peter Yan, il est coaché par Sayat, et je ne cesse de lui rappeler, tes pieds, il faut qu'ils restent par terre. Il faut qu'ils restent par terre. La petite Farah, j'ai dit pareil. J'ai dit un jour, on va venir te prendre en photo.
les gens, ils vont aller vers toi. Rappelle-toi, rappelle-toi d'où tu viens. Il faut pas bouger parce que si tu décolles, la chute, elle va être très, très sévère. Ouais, c'est Et ça, c'est important. pas facile pour les petits, hein. T'imagines? Il y a des mecs, ils prennent des cachets à, je sais pas, allez, 100 000. 100 000, ils ont 22 ans. Imagine, c'est trop chaud. Mais tu sais qu'on pas, même pas que les petits. Maintenant, quand tu regardes, par exemple, tu vois, un Dustin Poirier, il y a une période où, je vais pas dire le mot sur TikTok, tu vois, parce qu'ils ne veulent pas qu'on en parle. Il y a une période, il était en dépression, il a failli vouloir partir, tu vois. Tout ça parce qu'il n'arrivait pas à atteindre la ceinture. Il y a une période comme ça. Et je pense qu'il y a même des Ouais. combattants, peut-être que Sosa John Jones, ou peut-être que, je sais pas, Max Holloway, là, après son KO, tu vois, même les plus grandes stars de l'UFC. Eux, ils ont des périodes où c'est ultra compliqué, hein. Justin Gaethje, il l'a dit d'ailleurs. Justin Gaethje, il a dit, moi, ma vie, c'est le MMA, j'ai rien à côté, je sais pas quoi faire. Tu vois. C'est ultra compliqué. Ouais, ouais. Et après, il y a l'après-carrière. Quand t'arrêtes, il faut savoir s'occuper de tes journées, tu vois. Parce que Ouais. tu peux avoir d'une vie super excitante où tu as l'adrénaline des combats, etc. Ou un truc où, bah, ça y est, c'est fini, tu vois. Il n'y a plus cette adrénaline et non, c'est pas évident. Franchement, moi, je les respecte, ces mecs-là. Parce ils ont pas un métier facile, hein. C'est un Ouais. métier où tu peux te blesser, ça s'arrête d'un seul coup, où le public, ils peuvent te haïr comme t'aimer à un truc de malade, ils vont te soutenir dans la victoire et te détester dans la défaite. C'est chaud, hein. Chaud, chaud, chaud. Ouais, Ben, on le voit Du avec coup, big up à tous les combattants. Tony Ferguson qui veut absolument pas lâcher, alors que bon, Ah, il est sur une série de défaites de 8 ou 9 défaites, si je dis pas de bêtises. ouais, le record. Et au fond, on le comprend, quoi. ouais, on comprend ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, on le respecte. Ça, c'est C'est sûr. ça. C'est ça. Bah, tu vois, du coup, nous, de notre émission, on aimerait découvrir un peu tous les aspects du MMA, hein, psychologue, médecin, Big up nutritionniste. à vous, franchement, c'est On top. va essayer de faire découvrir ça à tout le monde, pas que le bon côté des choses avec les combattants et leur victoire. Voilà. Donc, c'est un peu le but. Et après, si un jour, toi, tu veux venir nous débriefer dans l'émission, ça serait Eh ben, avec plaisir, les gars. En tout cas, c'est bien, une bonne énergie positive. C'est cool. cool. Merci, merci. T'as encore peut-être quelques questions, toi, YR, avant qu'on coupe? Non, je pense qu'on a fait le tour. Enfin, pour moi, on a fait le tour. Et Fight, toi, si t'as une Benoît? question. T'as peut-être des questions, Benoît, toi Pardon? aussi? T'as peut-être des questions ou des choses à Non, moi, c'est ajouter? cool, hein. J'étais content de parler avec vous content que vous me donniez la parole. Et j'espère qu'on se reverra bientôt pour une actualité bouillante. Sur mes réseaux, je vais vous partager les coulisses parce que visiblement ça intéresse les gens. Ouais. Du coup, je vais continuer à le faire. Je vais continuer à le faire et puis je vous souhaite beaucoup de réussite et beaucoup de followers et qu'on soit tous dans une énergie positive, s'il vous plaît, et qu'on se respecte tous les uns les autres. Et ça me tient plus que tout à cœur, au-delà des résultats, au-delà de tout ça, que tout le monde s'aime et qu'il n'y ait pas de haine envers la différence. Exactement, mais tu as tout résumé. En tout cas, merci à toi et merci aussi d'avoir fait cette vidéo sur TikTok là, pour dire que tu passais dans l'émission. Et juste pour peut-être donner de la bonne humeur aux Français et à nous qui vivons ici, parce que ouais, il fait un petit peu gris. Dis-nous la météo de la semaine en Thaïlande. Non, là, en ce moment, on est encore dans la saison sèche. Du coup, on tape des 35 degrés et plein soleil. Et bientôt va arriver la saison des pluies et chez vous, ça sera l'été. Du coup, ça va un peu s'inverser, mais on a la chance d'avoir un climat incroyable et où on vit en t-shirt et en short toute l'année. D'ailleurs, c'est mon slogan sur Instagram. Mon objectif de vie, c'est de vivre en short toute l'année. Et voilà, non, on est pas mal. Bah, on te fera signe un jour avec YR si on a les moyens de venir faire une interview Écoutez, les en vrai gars, live. si un jour vous venez, vous êtes les bienvenus à Phuket et je vous accueillerai comme il se doit. Et on fera une bonne bouffe et des bons lives et des bons documentaires. Ouais, bah, on essaiera de Ben, faire merci ça. Nous, beaucoup. là, on vient de commencer, tu vois, on vient de commencer sur YouTube, ça fait un mois. Donc, on va essayer de continuer comme Ok? ça. Et après, si on a une petite Bah, sponsor, grosse ils force nous à vous. écoutent. Ça marche. Bah, écoute, merci à toi et bah, bonne nuit parce que là, il est minuit passé, je sais pas, je pense. Là, il est minuit, ça y est. Voilà, ça y est. Bah, écoute, à la Ben, merci prochaine, beaucoup Benoît. d'avoir Merci. accepté l'invitation et on te souhaite tout le meilleur à l'avenir. Merci l'équipe. Merci beaucoup. On Bonne va se force, à connecter. plus. À très bientôt. Merci, Bonne ciao, Ciao. soirée. ciao.